Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Le Figaro TV, bienvenue ici au cœur du Grand Palais pour ce deuxième jour de festivités autour du bicentenaire du Figaro. On est très heureux de vivre cet événement avec vous dans cet écrin magnifique, au milieu d'ailleurs de tous ceux qui ont la chance de pouvoir être là et de profiter de cette exposition immersive sur l'histoire du Figaro. On reviendra sur ce bicentenaire évidemment en troisième partie d'émission avec l'académicien Antoine Compagnon. Il nous parlera de Marcel Proust, l'un des plus célèbres contributeurs au Figaro. C'était évidemment au début du XXe siècle. Nous évoquerons son héritage, mais d'abord l'actualité, c'est hélas beaucoup plus préoccupant. L'ONG Portes Ouvertes publie cette semaine son index 2026 des persécutions des chrétiens dans le monde. Le bilan est alarmant, notamment en Afrique. Le pasteur Jean-Pierre, pasteur protestant en République démocratique du Congo, sera avec nous pour en parler. Et puis nous serons en tout début d'émission avec le célèbre défenseur des baleines, le lanceur d'alerte canado-américain Paul Watson, le fondateur de l'ONG Sea Shepherd. Il vit aujourd'hui en France où il demande d'ailleurs l'asile politique. On a beaucoup de questions à lui poser justement sur ses prochaines batailles, sur sa vision de l'écologie, sur son amitié également avec Brigitte Bardot. Point de vue, c'est parti. Bonjour Paul Watson. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Bienvenue ici au cœur du Grand Palais pour ce point de vue spécial sur le bicentenaire. Alors vous êtes le célèbre lanceur d'alerte écologiste connu dans le monde entier pour votre combat, pour les baleines, pour les océans. Ça vous a d'ailleurs causé bien des soucis. Vous êtes aujourd'hui en France grâce à un visa de visiteur. Vous êtes toujours d'ailleurs sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par le Japon. Vous avez passé plusieurs mois en prison au Groenland. Je précise que vous êtes venu avec un interprète parce que vous vivez aujourd'hui en France, mais votre français n'est pas encore tout à fait fluent. Le Groenland, dont on parle d'ailleurs beaucoup dans l'actualité aujourd'hui avec les velléités de Donald Trump, justement, d'en prendre possession. Qu'est-ce que ça inspire justement aux militants écologistes que vous êtes? Parce que c'est évidemment pas pour la chasse à la baleine que Donald Trump souhaite s'emparer du Groenland, mais ça pourrait avoir des conséquences évidemment sur ce terrain-là et sur tout un écosystème en réalité. I think that the president's declared war on the rest of the world and his own people, but one of the goals, I believe, for this circus in Greenland is to try and dismantle NATO, to get the United States out of NATO. I do think it's good that President Macron and the other European leaders are standing up to him. And Article 5 could be invoked, I don't know, but right now I think it's just a circus. It's not going anywhere. Eh bien, le président Trump a déclaré la guerre au monde entier et à son propre peuple. Et ce cirque qui a lieu au Groenland est en fait une manifestation du fait que Trump souhaite démanteler l'OTAN. Il l'a d'ailleurs clairement dit. Et il s'en prend donc au Groenland et par là même à l'OTAN. Et c'est une très bonne chose que le président Macron et d'autres chefs d'État se soient érigés contre ce cirque. Et on ne sait pas encore si l'article 5 sera ou pourra être invoqué. Alors, vous avez dénoncé pendant longtemps les pratiques japonaises justement sur la chasse à la baleine au Groenland. Vous avez alerté, attiré l'attention du monde entier sur ce sujet. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous estimez que là-dessus, eh bien, vos missions au Groenland ont été un succès ? My time, 5 months in prison in Greenland, served as an excellent campaign to focus international attention on Japan's continued illegal whaling operations. So overall, it was a very successful campaign. Eh bien, j'ai passé 5 mois en prison au Groenland et ça m'a permis de mener une campagne de mise en lumière des pratiques illégales japonaises de chasse à la baleine. Que se passe-t-il justement aujourd'hui au Groenland sur ce plan de la chasse à la baleine et plus généralement de la cause animale ? Well, Japan, of course, isn't involved in whaling in Greenland, but Denmark is involved in killing pilot whales and dolphins in the Faroe Islands, and we've been opposing that for a number of years. So my time in prison also served to focus attention on the illegal killing of dolphins and pilot whales in the Faroe Islands. Eh bien, les Japonais ne chassent pas trop la baleine au Groenland à l'heure actuelle, mais il y a néanmoins des chasses aux dauphins et à d'autres cétacés qui ont lieu dans les îles danoises et il faut évidemment combattre cela. Alors,
Justement, Paul Watson, vous vivez aujourd'hui en France, hein, je le disais, mais vous avez toute une vie de militantisme écologiste derrière vous. Vous avez mené un grand nombre de combats, d'expéditions également. Quels sont aujourd'hui vos prochains combats? Well, my concern is to uphold international conservation law. We recently ratified the High Seas Treaty to protect biodiversity beyond areas of national jurisdiction. One of the things we're doing right now is to go to the Southern Ocean to intervene against Norwegian and Chinese krill fishery, which is removing the krill, which is the primary food of whales and penguins and fishes. And they're doing this to make a cheap protein paste for salmon farms. They took 620,000 metric tons this year. They want to take 1.2 million tons now without any ecological assessment at all. So we're trying to uphold international conservation law to stop them. Eh bien, moi, mon combat, ça vise à faire respecter les lois internationales de conservation de la nature et du vivant et la mise en lumière du traité des hautes mers. Et maintenant, nos efforts vont porter sur les océans de l'hémisphère sud, où la Norvège et la Chine pêchent le krill qui est l'alimentation de base de baleines, de pingouins et d'autres animaux. Quelques 620 000 tonnes ont été pêchées en 2025. L'objectif de ces pêcheurs est d'arriver à 1,2 million de tonnes aujourd'hui, et tout cela sans la moindre évaluation de l'impact écologique. Vous n'excluez pas de repartir en expédition. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez voyager librement, et j'irai même plus loin, est-ce que vous êtes aujourd'hui encore recherché par les autorités japonaises? The Interpol Red Notice has been dismissed, but Japan continues to monitor my movements. So I was in Brazil last month, and they tried to get me arrested there, but the Brazilian authorities refused to do that. So I have to be very careful what countries I go to, because we humiliated the Japanese government in exposing their illegal whaling operations. They want their retribution, so they continue to come after me. But I still can organize these campaigns and send the ships to where they need to go. Eh bien, je ne suis plus sous le coup d'un mandat d'Interpol. En revanche, les Japonais me suivent quotidiennement, si je puis dire. Le mois dernier, je me suis rendu au Brésil. Les Japonais ont tenté de m'arrêter, mais les autorités brésiliennes ont refusé cette arrestation. Donc, tout ça pour dire que je dois faire attention aux pays dans lesquels je me rends. Je dois bien choisir. Nous avons humilié le gouvernement japonais en dénonçant ces pratiques illégales de chasse à la baleine, et les Japonais cherchent désormais à se venger sur moi, mais je continue à mener mes campagnes partout dans le monde en envoyant des bateaux là où je peux. Est-ce que justement, vous êtes pour l'interdiction pure et simple de cette pratique de la chasse à la baleine dans le monde entier? Et si oui, comment cela est-il possible? Est-ce que c'est vraiment possible à mettre en œuvre? Quelles instances, par exemple, internationales seraient chargées de réguler cela? Whaling is illegal worldwide. It's been illegal since 1986. Norway and Japan and Iceland have been breaking the law. This isn't my opinion. This is the judgment of the International Court of Justice in 2014. It's a criminal enterprise, and so we're actually trying to uphold and enforce the law. La chasse à la baleine est en œuvre, en application depuis 1986. Néanmoins, la Norvège, le Japon et l'Islande continuent ces pratiques. Ce n'est pas une opinion que je partage avec vous, c'est un fait. Et ce sont des agissements criminels contre lesquels il faut s'ériger. La question, c'est est-ce que c'est possible à réguler, notamment? Est-ce qu'aujourd'hui, des instances peuvent vérifier, contrôler, surveiller les différentes pratiques? Et est-ce que vous avez le sentiment, ce sera ma question suivante, que envers et contre tout, malgré tout, cette cause que vous défendez, la cause animale plus généralement et la défense des baleines, avance malgré tout envers et contre tout? We have been making progress in shutting down whaling operations over the last 50 years. The problem is international law has no enforcement authority. So out beyond 200 miles, it's the Wild West. They can do whatever they want. So that's how come we can intervene, because we're upholding those laws. But the perception is that we're the bad guys for interfering with their illegal activities.
It's very complicated, but whaling is illegal, and we are going to persist in our opposition to it until it's shut down. We stopped Iceland for the last 3 years. We will stop Norway and Japan. Eh bien, nous combattons la chasse à la baleine depuis 50 ans et avec pas mal de succès. Malheureusement, le droit international n'a pas de moyens de mise en application de cette interdiction. Et au-delà de 2000 milles des côtes, eh bien, c'est open bar, si je puis dire, pour les chasseurs à la baleine. C'est le Grand Ouest sauvage. Et nous, paradoxalement, nous apparaissons comme étant les méchants dans cette affaire, alors que ce sont des pratiques illégales que nous dénonçons. Et nous avons réussi à faire en sorte que l'Islande, il y a 3 ans, cesse la chasse à la baleine. Et maintenant, il faut que ça soit le cas pour la Norvège et le Japon. Je voudrais qu'on dise un mot d'une personnalité que vous avez bien connue et avec qui vous avez partagé cette cause cette défense de la cause animale. Je parle évidemment de votre amie Brigitte Bardot. Vous lui avez rendu hommage au moment de son décès. Je crois même que vous étiez d'ailleurs présent à Saint-Tropez pour ses obsèques il y a quelques jours. Comment avez-vous réagi justement à sa disparition ? It was very sad that Brigitte passed away. She was a friend of mine for over 50 years. And her contribution to animal rights, animal welfare was enormous. The thing I'm most thankful to her for is the ending of the killing of the baby seals in Canada. We would not have been able to do that without her. C'est une amie pour moi de très longue date. Nous nous connaissions depuis plus de 50 ans, donc des liens d'amitié très forts entre elle et moi. Et je dois dire que sa contribution pour la lutte pour les droits animaux et le bien-être animal a été très très importante. Et notamment, je lui serai toujours reconnaissant de ce qu'elle a fait pour empêcher que soient tués les bébés phoques. Elle a fait beaucoup de choses de ce point de vue-là. Et vous évoquiez en tous les cas les circonstances de votre rencontre. C'était, je crois, dans les années 70, effectivement, à l'occasion d'une expédition au Québec, me semble-t-il. Et effectivement, vous aviez depuis forgé cette amitié qui était basée sur ce combat, justement, commun. Qu'aviez-vous de commun, justement, dans ce combat, cette vision de la défense de la cause animale, de la défense plus généralement, évidemment, de l'environnement également? What we had in common was a shared passion for the rights of animals. And Brigitte Bardot was courageous, she was passionate, and I know of no other celebrity back in the 70s who was as outspoken and as energetic in getting that message across as she did. Nous partagions une passion pour la défense des droits des animaux. Brigitte Bardot était une femme courageuse, passionnée, et je dois dire que dans les années 70, lorsque je l'ai rencontrée, il n'y avait aucune autre célébrité qui s'exprimait aussi haut et fort qu'elle. Et effectivement, vous aviez cette amitié qui était très forte. Et d'ailleurs, vous vous êtes soutenus l'un et l'autre dans différents combats. Elle vous a soutenu lorsque vous étiez au Groenland et qu'elle a tenté d'intervenir pour que vous puissiez obtenir l'asile politique en France, lorsque vous étiez prisonnier au Groenland. Et vous, de votre côté, eh bien, vous l'avez toujours soutenu, notamment lorsqu'il lui a été reproché par certains ses amitiés avec, par exemple, Marine Le Pen, avec des personnalités du Rassemblement national. Pourquoi ? Well, I don't have any ties with Marine Le Pen, but I support people on the right or the left if they do things for the environment or for animals. In my book, Biocentrism, I point this out, that I don't support the left, I don't support the right. I support living on a planet without ecological destruction and without war. So my political position is simple. Anti-war, pro-children, pro-animal, pro-environment. That is my political position. Mais moi, personnellement, je n'ai aucun lien avec Marine Le Pen, je veux le dire ici. Et moi, je suis d'accord avec les gens de droite, je suis d'accord avec les gens de gauche lorsqu'ils défendent l'environnement et les animaux. Moi, je suis pour une vie paisible sur notre planète, sans destruction de notre environnement. Je suis contre la guerre et voilà mon combat. Est-ce que vous diriez, malgré tout, Paul Watson, comme le disent en tout cas certains, qu'il y a une forme de sectarisme chez certains militants écologistes en France ? Et est-ce qu'en ce sens, le sectarisme, finalement, n'est-il pas dans le camp inverse à celui auquel on pourrait penser à l'origine ?
I think environmentalists, at least speaking for myself, are very conservative because we're trying to conserve. The radicals, they're destroying the ocean. They're cutting down the rainforest. They're killing off wildlife and diversity. That is radical activity. Trying to stop that is a conservative approach. Conservation means, that's the root of the word conservative, conservation. Les écologistes sont par nature des gens conservateurs. Les écologistes veulent conserver le vivant sur Terre. Les gens qui ont des vues sectaires sont des gens qui, de façon radicale, s'attaquent à la vie dans les océans, aux forêts primaires, à la biodiversité. Et c'est ces pratiques-là qu'il faut combattre. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal dans ce que vous soulignez à l'instant, Paul Watson, parce qu'en France, les dirigeants, les militants également de la cause écologiste, généralement, se revendiquent davantage du progressisme. Vous, vous invoquez à l'inverse le conservatisme. Est-ce qu'il y a aujourd'hui deux visions de l'écologie qui s'opposent ? Well, there's always divisions in any movement, really. But my position is consistent, which is I do what I do to protect future generations, to protect the environment, to protect diversity. And that means upholding international conservation law and working to educate, to legislate, to make this a better world. Quel que soit le mouvement politique ou autre, il y a toujours des points de vue divergents. C'est inévitable. Moi, personnellement, je trouve que j'ai toujours été cohérent. Je me bats pour les générations futures, pour l'environnement, pour la diversité. J'essaye de faire en sorte que le droit international de la conservation des droits du vivant et des droits des animaux soit un droit qui soit bien défendu. Je suis pour l'éducation, la pédagogie. Je suis pour légiférer lorsque cela est nécessaire pour que nous vivions sur une planète meilleure. Est-ce que vous estimez qu'on peut parler d'une écologie de droite et d'une écologie de gauche? No, I don't believe that. Some people on the right do good work. Some people on the left do good work. We have to bring those things together. The whole philosophy of biocentrism is that this is one planet. There's no left. There's no right. We all have one thing in common, that is to protect the environment for our children and for all the various species on the planet. We cannot survive unless we learn to live in harmony with every other species on this planet. We can't live here alone. Il y a des gens de droite qui ont des pratiques tout à fait bénéfiques, des gens de gauche aussi, mais tous autant que nous sommes, de droite ou de gauche, nous vivons sur une seule planète et notre point commun, c'est que nous devons tous ensemble défendre l'environnement pour l'avenir de nos enfants et défendre toutes les espèces. Il en va de notre survie. Nous devons vivre en harmonie avec toutes les espèces du vivant. Ce qui est certain, en tout cas, Paul Watson, c'est que certaines des positions que vous avez évoquées à l'instant, et notamment ce positionnement plutôt conservateur qui est le vôtre, ça vous a valu certaines inimitiés dans les milieux écologistes, en tout cas en France. Par exemple, il y a quelques mois à la fête de l'UMA, où certains militants ont tenté de vous empêcher de parler lorsque vous étiez censé participer à une table ronde. Qu'avez-vous envie de dire justement à ces militants d'extrême gauche? On the left, they call me a fascist. On the right, they call me a communist. So I'm neither of those things. I am a biocentrist. I look at protecting the planet. People on the left engage in war. People on the right engage in war. People on the left destroy the environment. People on the right destroy the environment. I want to see the common ground. Vous savez, les gens de gauche me considèrent comme un fasciste, les gens de droite me considèrent comme un communiste. Moi, je me considère comme biocentriste. Voilà. Il y a des gens de droite, je vous l'ai dit, qui ont de bonnes pratiques, des gens de gauche qui ont de bonnes pratiques, et le contraire est vrai aussi, de mauvaises pratiques de part et d'autre. Mais encore une fois, tous autant que nous sommes, nous avons un combat à défendre, c'est celui du vivant. On a évoqué votre amitié avec Brigitte Bardot, on a évoqué le fait que vous vivez aujourd'hui en France. Vous avez un lien, je crois, particulier avec notre pays, d'ailleurs, qui vous le rend bien, puisque vous avez été, me semble-t-il, nommé citoyen d'honneur de la ville de Paris il y a quelques mois. Vous bénéficiez aujourd'hui d'un visa. Vous avez demandé l'asile politique qui, en tous les cas, dans un premier temps, ne vous a pas été accordé. Est-ce que vous espérez encore aujourd'hui l'obtenir ?
I have a visa to be in France, and just being in France is fine with me, whether it's a citizenship or not. I believe I look at myself as a citizen of the planet Earth, and I am very appreciative of the fact that I can be in France because my own countries, I'm a citizen of Canada and the US, are very hostile, not just to me, but to the environment. Eh bien, vous l'avez dit, je bénéficie d'un visa de séjour en France. Je suis très heureux de pouvoir vivre en France, que j'ai la citoyenneté ou non. Je trouve ça formidable. Personnellement, je me considère comme citoyen du monde. Je suis très reconnaissant envers les autorités françaises et pas envers les autorités de mes deux pays de citoyenneté que sont le Canada et les États-Unis, qui mènent des combats contre le vivant, contre lesquels je m'oppose. Mais c'est vrai qu'ici en France, on parle souvent du France bashing, certains qui critiquent notre pays, des Français eux-mêmes. Vous, à l'inverse, vous êtes aujourd'hui arrivé en France et vous dites « j'aime ce pays ». Qu'est-ce qui vous plaît dans la France précisément ? France has a very long history of marine conservation, beginning with Jules Verne, Jacques Cousteau, Jacques Perrin, with his film Ocean, which I was very honored to work on. So I can't think of another country that has that kind of legacy, and I'm very, very proud to be associated with it. Eh bien, la France est un pays qui a une tradition de conservation du vivant dans les mers absolument remarquable. On peut retrouver ça dans la littérature ou dans les faits. Je pense notamment à Jules Verne ou Jacques Cousteau, par exemple, deux éminents Français de ce point de vue-là. L'héritage, le patrimoine culturel de la France, de ce point de vue-là, est tout à fait remarquable et je suis très honoré de pouvoir vivre en France. Cette histoire, elle continue de s'écrire notamment sous la plume d'un certain nombre de médias, et c'est le cas du Figaro qui fête donc ces jours-ci le bicentenaire, nos 200 ans d'existence. Ce sera ma dernière question, Paul Watson, mais que pouvez-vous souhaiter justement au Figaro pour les 200 prochaines années ? That the Figaro concentrate a lot on environmental issues, animal rights issues, and together working with the public, find solutions to making this a better planet and giving a future to all of our children. Eh bien, je souhaite que le Figaro s'engage encore plus fort en faveur de l'environnement, encore plus fort en faveur des droits des animaux et contribue à trouver des solutions pour faire de notre planète une plus belle planète encore, et ce, notamment pour l'avenir de nos enfants. Eh bien, merci Paul Watson, merci beaucoup d'avoir été avec nous ici depuis le Grand Palais à Paris pour cette émission délocalisée à l'occasion de notre bicentenaire. Je rappelle que vous êtes également en librairie ces jours-ci avec ce livre sur le biocentrisme aux éditions de Noël. C'est écrit, traduit en français, livre en tous les cas, et qui est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. On continue cette émission. On va accueillir maintenant un autre grand témoin qui vient de République démocratique du Congo. Malheureusement, les années se suivent et se ressemblent pour les chrétiens victimes de persécutions dans le monde entier et en particulier en Afrique. C'est en tout cas ce que révèle le dernier rapport annuel de l'ONG Portes Ouvertes. Le pasteur Jean-Pierre, pasteur protestant en RDC, est avec nous dans un instant. Écoutez d'abord ce que disait il y a quelques jours à ce sujet le pape Léon XIV. Desidero inviare un caloroso e paterno saluto a tutti i cristiani, in modo speciale a quelli che vivono in Medio Oriente, che ho inteso incontrare recentemente con il mio primo viaggio apostolico. Ho ascoltato le loro paure e conosco bene il loro sentimento di impotenza dinanzi a dinamiche di potere che li sorpassano. Dal bambino di Betlemme imploriamo pace e consolazione per le vittime di tutte le guerre in atto nel mondo, specialmente di quelle dimenticate, e per quanti soffrono a causa dell'ingiustizia, dell'instabilità politica, della persecuzione religiosa e del terrorismo. Ricordo in modo particolare i fratelli e le sorelle del Sudan, del Sud Sudan, del Mali, del Burkina Faso e della Repubblica Democratica del Congo. Bonjour pasteur Jean-Pierre.
Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes donc pasteur en République démocratique du Congo. Je précise que vous intervenez sous pseudomonyme pour des raisons de sécurité. C'est la raison qui explique également le port d'un masque et de lunettes de votre part, parce que c'est un sujet important, un sujet grave dont nous allons parler à l'instant. Alors vous êtes donc pasteur évangélique dans la province de l'Ituri. On est dans le nord-est de la République démocratique du Congo, et c'est une région qui est malheureusement particulièrement touchée par les persécutions de chrétiens ces dernières années. L'ONG Portes Ouvertes publie donc cette semaine, je le disais, son index 2026, rapport qui révèle que 388 millions de chrétiens ont subi des persécutions en 2025. Ça fait 1 chrétien sur 7 dans le monde, ça fait même, je crois, 1 chrétien sur 5 quand on parle spécifiquement du continent africain. Et la RDC n'est pas le seul pays touché, mais enfin vous payez quand même un lourd tribut face à ces attaques. Un mot d'abord sur ce rapport de l'ONG Portes Ouvertes qui traduit, je crois, un interminable chemin de croix. C'est vrai que l'année dernière, déjà, nous évoquions dans cette émission la question des persécutions des chrétiens qui étaient en hausse avec un pasteur nigérian. C'est encore le cas cette année. Les chiffres, c'est en tout cas ce que révèle ce rapport, sont encore plus préoccupants. Quel est, sans parler encore pour l'instant spécifiquement de la RDC, mais quel est plus généralement le panorama de la situation en quelques mots? Merci de me donner la parole à un moment très crucial pour votre journal qui célèbre 200 ans. Des siècles, ce n'est pas facile. Il y a des situations très compliquées que nous traversons dans le monde et nous remercions Portes Ouvertes puisque Portes Ouvertes est comme la voix de sa voix et qui parle de la situation des chrétiens dans le monde et plus précisément dans mon pays. Il y a un carnage que les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas dans mon pays, et surtout la population de l'Est, de mon pays, la population chrétienne traverse des moments difficiles il y a plus de 3 ans maintenant. Et c'est vrai que ce rapport, cet index 2026, dit que la situation est de plus en plus préoccupante. Pour quelles raisons justement ? Oui, au lieu que la situation se normalise, les attaques et l'atrocité contre les chrétiens s'accélèrent. Alors, c'est pour cette raison que Portes Ouvertes a pu donner ce mot-là, que les choses s'apurient davantage au lieu que les choses s'améliorent. Parlons de ce que vous vivez, vous, en République démocratique du Congo. Les chrétiens ont été directement touchés par ces attaques et vous savez de quoi vous parlez. Vous allez nous expliquer également ce qui s'est passé, je crois, pour votre famille, votre propre fille, avec une attaque notamment cette année particulièrement meurtrière au mois de juillet. Que s'est-il passé ? Dans ma famille, donc en général, nous on est attaqués par une force qu'on appelle Force démocratique alliée aux islamistes chrétiens, on les appelle les ADF. Alors, comment est-ce qu'ils opèrent? Ils s'apparent aux chrétiens, à la population qui n'ont pas des armes. Leur but, c'est faire peur aux chrétiens, donc que les gens ne continuent pas à parler de leur foi, et que les gens se convertissent à leur idéologie, qu'ils puissent les suivre. Pas plus qu'hier, il y a eu aussi des attaques dans un centre de santé d'une église protestante où on a dit égorger tous les malades, c'était hier, tous les malades qui étaient à l'hôpital, les infirmiers qui montaient la garde, ainsi que ils ont brûlé le centre de santé, ils ont incendié l'église. Donc l'atrocité continue. Plus précisément dans ma famille, on a pu avoir des situations un peu dramatiques. Il y a quelques mois, les fidèles chrétiens se sont rassemblés pour célébrer leur journée dans une église. Tout d'un coup, c'était à Komanda. Komanda, c'est non loin de Bunia, là où nous habitons. À pleine célébration, c'était à 4 h du matin. Ces djihadistes ont surgi. Ils ont entouré l'église, ils ont tué et massacré tous les enfants qui étaient dans l'église, les femmes âgées et les autres. Après avoir massacré les chrétiens, ils ont brûlé les véhicules de mon beau-frère.
ces véhicules-là devraient servir pour transporter ces fidèles pour aller célébrer leur culte dans un autre village. Alors c'était désolant. Dans les véhicules, il y a eu des affaires de ma belle-sœur qui ont été calcinées dans les véhicules. Alors on a eu du mal à les atterrir puisque donc, tout a été calciné. Leurs intestins étaient presque ouverts là, mais c'était un peu pire là. Cancellé. Donc après cet événement, deux jours après, ils sont apparus, ils ont pris des pasteurs de mon église, des pasteurs qui étaient dans leur chambre pour faire le travail. Vous savez, dans notre pays, les serviteurs de Dieu font aussi le champ pour vivre. Ces deux pasteurs, les pasteurs Soli et son ami, ont été sauvagement tués à l'arme blanche. Leurs corps ont été exposés à côté de la route avec l'écriture de dire que nous allons revenir bientôt pour exterminer les autres qui étaient là. Comment vivez-vous cela justement en tant que pasteur? Et vous évoquiez ce qui est arrivé, ce qui vous a touché encore une fois directement et en particulier votre fille. Comment avez-vous pu surmonter cela? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes remis de cet épisode, vous, votre fille bien sûr, dont on imagine qu'il a été particulièrement traumatisant? Pour notre fille, que je me réserve de citer son nom, comment était l'événement? Ils sont apparus dans ma maison, j'étais absent, j'étais en mission quelque part. Ils sont arrivés chez moi, sont entrés, ils ont terrorisé mon épouse et mes enfants. Malheureusement, ils ont pris notre fille aînée. Il est allé avec la fille dans la brousse. Après 24 heures de captivité, on l'a violemment violée. Donc c'était une violation à chaîne. Plus d'une vingtaine de personnes l'ont violée. La fille est rentrée. Donc, on voulait même les tuer. Heureusement, gloire à Dieu, puisque les choses ont été... Le Seigneur a intervenu d'une manière ou d'une autre. La fille a été ramenée à l'hôpital. Après trois semaines de soins, on m'a ramené cette femme. Et un jour, cette femme m'a dit qu'il avait son ami, son fiancé a l'a abandonné à cause de cette atrocité. Alors il disait à notre maman, elle m'a dit que papa, tu sais que j'ai beaucoup souffert à cause de ta vie. Et aujourd'hui j'ai perdu même mon fiancé. Heureusement nous avons prié. Et aujourd'hui notre fille a pu avoir un mari. Et bientôt elle aura son enfant. Alors malgré la situation difficile que nous traversons, il y a quand même un peu d'espoir. Nous espérons qu'avec notre passage ici, les choses vont changer. Dites-nous un mot quand même sur ces assaillants. Qui sont-ils et pourquoi s'en prennent-ils à vous? Ces assaillants sont on les appelle les forces démocratiques alliées ADEF. Ça, c'est un groupe djihadiste qui est, je crois, affilié à l'État islamique et qui sévit particulièrement dans votre pays, c'est cela? Exact. Alors, pourquoi ils s'attaquent aux chrétiens? Vous savez, mon pays est majoritairement chrétien. Alors, si on attaque un chrétien, l'écho va un peu plus vite. Je vous ai parlé d'une attaque qui s'est passée à Komanda. Toutes les églises de la place, de la région en parlaient. Et c'était un certain dimanche, presque une centaine d'églises n'ont pas fonctionné. Tu vois, l'écho a été vite médiatisé. Alors pour ces djihadistes, ils pensent que c'est une propagande pour eux. Donc c'est une façon de faire parler d'eux aussi et d'intimider le monde chrétien. Vous, en tant que pasteur, vous êtes évidemment plus facilement identifiable lorsque vous sortez dans la rue. Comment vivez-vous cela? Est-ce que lorsque vous êtes en République démocratique du Congo, lorsque vous descendez dans la rue, est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, vous avez peur? Effectivement, attaquer un être humain, on a toujours peur. On a toujours peur de circuler, on a toujours peur de parler. Tu sais, comme je disais, j'ai une radio, on a une radio dans la région. Mais quand on parle, parfois, ils nous appellent. Ils disent que continuez à parler ici, bientôt nous allons visiter encore ton station radio. Alors ce n'est pas facile de travailler dans cet état.
nous nous confions à notre Créateur pour notre protection. Vous avez fini, vous, vos fidèles également, est-ce qu'on finit presque par s'habituer, par s'y faire justement à cette menace permanente, et est-ce que vous avez fini peut-être par changer certaines de vos habitudes justement lorsqu'encore une fois vous descendez dans la rue, lorsque vous menez votre vie, j'allais dire votre vie ordinaire? Oui, surtout la jeunesse a changé leur façon de vivre. Vous savez, beaucoup de jeunes dans mon pays vivent du taxi-moto. Alors pour sauver leur peau, pour sauver leur vie, il s'est fait passer comme membre d'une religion quelconque que je ne vais pas citer ici. Alors ça leur permet de circuler librement. Mais pour nous, en tant que chrétiens, nous, surtout les hommes et les femmes qui sont très engagés, on se donne à notre Seigneur pour notre protection, et puis de temps en temps on essaye de dire tout haut ce que les autres ne disent pas, juste pour avoir un peu de la camille. Vous êtes un homme de foi, le dialogue, j'imagine, fait partie de ce qui vous anime. Est-ce qu'aujourd'hui, ce dialogue est encore possible justement avec ces groupes terroristes, avec les gens qui viennent et qui sont responsables de toutes ces exactions? Le dialogue, oui, mais nous demandons que l'État congolais, les organismes internationaux et le Figaro puissent faire quelque chose, que les médias puissent parler de tout ce qui se passe, tout ce que nous vivons, pour que les choses marchent, les choses vont dans un sens positif. Donc le dialogue est possible. Justement, très concrètement, qu'espérez-vous, que réclamez-vous aujourd'hui? Vous évoquez les instances internationales. Justement, eh bien, quand vous pensez à l'avenir, justement, qu'attendez-vous de tout cela? Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui, selon vous, évoluer la situation dans le bon sens? Les publics chrétiens, pour le public chrétien, nous demandons la prière, la solidarité et l'aide humanitaire aussi, quelquefois, puisque ceux qui quittent leur foyer, leur maison, ils abandonnent tout et ils vivent dans une situation de précarité totale. Mais pour les décideurs du monde, nous voulons qu'ils puissent mettre un peu d'accent sur la population chrétienne qui souffre à l'est de mon pays, puisque quand les choses se passent dans l'autre pays du monde, l'Irak, la guerre qui se passe en Russie, les caméras sont tournées là-bas. Quand il s'agit de mon pays, la RDC, la partie Est, personne ne parle. C'est le silence international. Le silence, nous voulons que ce silence soit brisé. Merci beaucoup. Merci en tout cas, pasteur Jean-Pierre, pasteur protestant donc en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été notre grand témoin aujourd'hui. Et cet index mondial justement donc de persécution des chrétiens dans le monde est à retrouver sur le site de l'ONG Portes Ouvertes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va essayer de reprendre un petit peu de légèreté à présent à l'occasion des 200 ans justement du Figaro. On va évoquer cette fois-ci le rôle joué par notre journal dans le monde de la littérature à travers le prisme d'un homme qui évidemment a beaucoup compté et dont l'héritage se ressent encore aujourd'hui. Cet homme, c'est l'écrivain Marcel Proust. On en parle dans un instant avec son biographe, avec l'académicien Antoine Compagnon. Pour lancer cette discussion, d'abord, je vous propose d'écouter l'hommage d'Isabelle Spies, la directrice adjointe du Figaro hors série. Gaston Calmette n'a pas répondu à la proposition de Proust de publier en feuilleton La recherche du temps perdu dans le Figaro. Alors on ne sait pas trop s'il ne lui a rien dit, s'il ne croyait pas à ce projet, s'il n'avait pas eu le temps, si justement il se disait je ne peux pas lui accorder 4 heures chaque semaine si à chaque fois il veut corriger. Et heureusement pour nous, parce qu'en fait si La recherche du temps perdu avait été publiée en feuilleton dans le Figaro, elle n'aurait pas eu l'ampleur qu'elle a eue après, parce qu'elle est parue bien des années plus tard. Bonjour Antoine Compagnon. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Et effectivement, avec le micro, ça fonctionnera davantage. Vous êtes académicien, bien évidemment, spécialiste de Marcel Proust, auteur de nombreux ouvrages qui font référence sur le sujet. On peut en citer 2. Allez, Proust entre 2 siècles, publié en 1989, republié évidemment depuis, réédité depuis. Et puis plus récemment, Proust du côté juif, que vous avez publié il y a quelques années aux éditions Gallimard. Alors, on a souhaité vous inviter, Antoine Compagnon, parce que ce bicentenaire du Figaro, c'est évidemment l'occasion de se replonger dans ce qui fait, ce qui a fait l'histoire de notre journal et ces grands noms qui ont marqué justement cette histoire. Marcel Proust en fait évidemment en partie, lui qui a signé de nombreuses chroniques mondaines. C'était
au début du XXe siècle. C'était l'un de ses rêves d'ailleurs d'écrire dans le Figaro, Marcel Proust, lui qui était à l'époque en réalité assez méconnu du grand public lorsqu'il a commencé à écrire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'était pas rare que les journalistes, plutôt que les écrivains, se muent en journalistes et vice-versa. Proust a beaucoup écrit dans le Figaro. Pour lui, il n'y avait qu'un journal. C'était pas Le Temps, c'était pas le Gaulois, c'était pas le Journal des débats, c'était le Figaro. Alors il faut dire qu'il avait beaucoup d'amis au Figaro. Robert de Flers, qui deviendra le directeur après Gaston Calmette, Robert Dreyfus, c'était des garçons qui étaient à Condorcet avec lui. Donc il était largement chez lui au Figaro. Alors vous évoquez cette tradition de ce qu'on appelait les premiers paris. À la première page du journal, les colonnes de gauche, sur 2, 3, 4, jusqu'à 5 colonnes, il y avait ce qu'on appelait le premier pari. Et c'était un article, c'est ce qu'on a maintenant à l'avant-dernière page. Oui. Ce ne sont pas les éditoriaux, mais ce sont des chroniques. Ce sont des écrivains que l'on invite à écrire dans le Figaro, à donner leur point de vue. Et comment dire, il n'y a pas vraiment de différence à ce moment-là entre journaliste et écrivain. On est homme de lettres. Et vous savez, on parle de la presse. La presse, c'est aussi bien le journal que le livre à la fin du 19e siècle. Donc on est homme de lettres et on écrit dans le Figaro ou dans un autre quotidien et on écrit des livres par ailleurs. Alors, et ses premiers paris, Proust en a fait quelques-uns dans le Figaro. Il a commencé, me semble-t-il, en 1903 et effectivement à la faveur notamment de son amitié avec Gaston Calmette, le patron du Figaro de l'époque. Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il a écrit? Ce sont essentiellement donc des chroniques de dîners mondains parisiens en réalité. Alors, il y a d'abord un article très important en 1900. C'est une nécrologie de Raskin. Ça s'appelle Pèlerinage raskinien en France. Raskin, le grand historien de l'art anglais, vient de mourir. Et Proust, on le sait, il traduira la Bible d'Amiens de Raskin en 1904 et Sésame et l'hélice en 1905. Donc c'est le début de son travail sur Raskin. Et c'est le Figaro qui accueille cette nécrologie. Ensuite, il y a des chroniques mondaines. À partir de 1903, c'est ça à quoi vous faites allusion, des salons. Et il publie le salon, le premier, c'est le salon de la princesse Mathilde. Puis il y a une réception chez Montesquieu à Versailles. Il y a le salon de la Castiglione. Enfin, voilà. 1903, 1904, ce sont des salons qu'il publie. Est-ce que l'on sait comment, justement, ces écrits ont été reçus à l'époque? Parce que Marcel Proust, à l'époque, n'était pas encore ce grand écrivain de renom que l'on connaît et dont on parle aujourd'hui. Alors, les premiers articles de Proust dans le Figaro qui ont eu beaucoup d'importance, parce qu'il y en a, disons, il y en a 4 ou 5 qui sont très importants. Le premier qui est vraiment très important, c'est un article qui s'appelle « La mort des cathédrales », publié en 1904. C'est au moment de la discussion de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et c'est un peu un article qui ressemble à ce que dit Barrès sur les églises assassinées. Que vont devenir les églises après la séparation? Qui va les entretenir? Les églises seront-elles abandonnées? Donc c'est la mort des cathédrales. Proust est au début assez inquiet de la loi de séparation. Et puis il se réconciliera avec la loi de 1905, qui est finalement une loi modérée. On attendait une loi plus radicale, comme on le sait. Aristide Briand, Jaurès feront une loi modérée et Proust sera satisfait. Ensuite, les articles vraiment capitaux de Proust dans le Figaro, c'est les deux dont on a les manuscrits dans votre exposition. Et qui sont effectivement affichés dans cette exposition. Il y a également un magnifique portrait, d'ailleurs, voilà, je le signale, de Marcel Proust qui nous a été prêté par le musée d'Orsay. Et on évoquait l'héritage de Marcel Proust. Ça se ressent très nettement parce qu'il y a toujours beaucoup de monde autour justement de ces manuscrits. Alors, vous avez là-bas donc le portrait de Jacques-Émile Blanche qui est à Orsay. Et vous avez les deux manuscrits de ces articles capitaux. Le premier s'appelle Sentiments filiaux d'un parricide. Il est publié en février 1907 en première page. C'est la première fois que Proust est publié en première page sur 3 colonnes et demie. C'est énorme. C'est totalement inimaginable aujourd'hui. Inimaginable aujourd'hui. C'est très long, très long. Et Proust parle d'un garçon qu'il a connaissance assez éloignée, qui vient de tuer sa mère.
Donc ça m'intéresse parce que c'est un ancien polytechnicien comme moi, ingénieur des ponts et chaussées comme moi, qui était un peu fou et qui tue sa mère et se suicide. Proust le connaissait et Proust écrit cet article. Cet article a fait beaucoup d'effets. Gaston Calmette a publié 3 colonnes et demie. Il a écrit 3 fois dans les jours suivants pour dire à Proust combien il était heureux de cet article. Et beaucoup de lecteurs ont reconnu l'écrivain. Par exemple, Ludovic Halévy, académicien, père de Daniel Halévy, il a découpé l'article et on a fait une plaquette que Proust a dédicacée. Il a reconnu que cela venait de Marcel Proust parce que, on le rappelle, à l'époque, il écrivait évidemment sous pseudonyme. Non, c'est signé. Ah, ça y est. Non, parce qu'au début, c'était sous pseudonyme. Les chroniques mondaines sont sous le pseudonyme Dominique ou Horatio. Mais la nécrologie de Raskin, l'article sur la mort des cathédrales, les articles dont je parle sont signés. Alors, vous l'avez dit, il s'agit à l'origine en tout cas de chroniques. Là, on est dans la littérature. Il raconte effectivement des histoires, des grands récits. Oui. Est-ce que malgré tout, à l'époque, on pouvait classer Marcel Proust? Est-ce que parce qu'il écrivait dans le Figaro, ça en faisait quelqu'un de droite? Et on sait à quel point il appréciait ce journal. Est-ce qu'on pouvait le classer politiquement à l'époque, les écrivains, en tout cas les contributeurs à ce journal? Écoutez, la mère de Proust lui écrit en 1889 « Je suis comme toi du grand parti conservateur, libéral, intelligent ». Donc Proust est toujours resté du parti conservateur, libéral, intelligent. Ce ne serait pas une mauvaise définition du Figaro. Oui, ça correspond effectivement aux valeurs qui sont défendues par notre journal. Donc ils étaient des républicains modérés, proches de Félix Faure, président de la République, hostile au radicalisme d'Émile Combes, comme le montre son article sur les cathédrales. Donc vous voyez, ces articles-là, de 1907, sont capitaux. Mais je dis un mot du second, puisqu'il y a le manuscrit là. C'est celui qui s'appelle « Impression de route en automobile ». Eh bien, il se retrouve dans la recherche. Ces impressions de route en automobile, Proust l'adaptera, et c'est ce que l'on trouve à la fin de Combray, lorsque le héros est sur la voiture à cheval du docteur Percepied et qu'il voit le paysage qui se modifie selon la perspective du mouvement. Eh bien, la source, c'est le manuscrit qui est là. Donc, vous voyez, c'est des articles capitaux qui sont les embryons de la recherche du temps perdu, ces 2 articles. Qui arrivera évidemment quelques années plus tard. Et effectivement, sa réflexion avait déjà commencé à l'époque, lorsqu'il a commencé à écrire dans le Figaro. Est-ce qu'on peut dire que, justement, la recherche était déjà quelque part en gestation à ce moment-là, dans l'esprit de Marcel Proust? Là, on est en 1907, lorsqu'il y a ces 2 grands articles. Proust sort de 1 an et demi de dépression, qui est le deuil de sa mère. Mais il commence à réfléchir à la recherche du temps perdu en 1908. C'est pour ça que je dis que ces 2 articles sont véritablement les amorces du travail qu'il produit à partir de 1908. Donc la recherche du temps perdu est publiée en 1913. N'oublions pas qu'elle est dédiée, Combray est dédiée à Gaston Calmette. Alors, le directeur du Figaro qui sera assassiné 6 mois plus tard. Absolument. Et alors justement, puisque l'on parle de Gaston Calmette, c'est vrai qu'on a évoqué le positionnement de Marcel Proust, on a évoqué également évidemment la fierté que cela représentait pour lui d'écrire dans un journal comme le Figaro, qui était déjà à l'époque évidemment un journal très prestigieux. On a parlé de cette amitié avec Gaston Calmette, ça ne l'a pas empêché malgré tout d'aller parfois lui chercher des poux. C'est vrai qu'il se plaignait souvent, c'est une anecdote que racontait d'ailleurs justement Isabelle Schmitz que nous écoutions tout à l'heure. Eh bien, il se plaignait souvent lorsque sa chronique, son article n'était pas suffisamment mis en valeur dans le Figaro, lorsqu'il avait dû être trop recoupé justement, parce que vous évoquez un article qui faisait 3 pages, en réalité beaucoup étaient souvent recoupés parce qu'il y a évidemment des impératifs pour que ça rentre dans le journal. Et ça dit quelque chose là aussi du caractère de l'écrivain. Proust était, comment dire, un emmerdeur avec les éditeurs et avec Gaston Calmette. Dans l'article que je citais, Les sentiments filiaux du parricide, on lui a coupé le dernier paragraphe. Il y avait déjà 3 colonnes et demie. Et ça ne lui a pas plu, évidemment. Ça lui a pas plu du tout. Et il l'a fait savoir à Calmette et à tout le monde. Bon, peut-être qu'il faut encore mentionner 2 contributions capitales de Proust au Figaro. Ce sont les pastiches dont on n'a pas parlé. Proust est un pasticheur très célèbre et il a publié
pastiche de l'affaire Lemoine dans le supplément littéraire du Figaro. C'est le moment où il se remet au travail en 1908. Et puis il faut mentionner aussi qu'il y a eu de bonnes feuilles de Combray en 1912 et 1913. Donc vous voyez que c'est très riche la collaboration et c'est sous toutes les formes, hein. Des chroniques mondaines, des articles, des premiers paris, comme je dis, des bonnes feuilles, des pastiches. Oui, et c'est vrai qu'il a effectivement publié donc, ces articles, des bonnes feuilles également de ses ouvrages. Est-ce qu'on peut dire que Marcel Proust, quelque part, a travaillé à sa gloire également lorsqu'il publiait notamment dans le Figaro, lorsqu'il faisait au fond, parfois lui-même, sa propre publicité? Oui, Proust était son propre attaché de presse. Il était très actif auprès des journaux, où il connaissait partout du monde. Il demandait qu'il y ait des échos. Donc, quand il y avait un article dans un journal, on faisait un écho dans un autre journal. Et il était, en fait, Proust était très soucieux de vendre. Proust n'était pas dans une tour d'ivoire. Proust voulait que ses livres soient lus. Il avait souci d'être reconnu. Et lorsqu'il a publié du côté de chez Swann, le premier volume, il y a un écho dans le Figaro le premier jour, et puis une semaine plus tard, il y a un très long article de son ami Lucien Daudet. Donc c'est lui qui a sollicité Lucien Daudet et fait accepter l'article de Lucien Daudet par Gaston Calmette et André Bonnier au Figaro. Et en tout cas, ça a bien fonctionné, hein, parce qu'il est devenu aujourd'hui l'écrivain dont nous parlons. Avant tout, évidemment, grâce à son talent et grâce à la qualité de ses écrits. Nous évoquions cette peinture de Jacques-Émile Blanche, nous évoquions les manuscrits qui sont ici à voir, hein, au Grand Palais en ce moment et qui attirent à chaque fois beaucoup de monde. Qu'est-ce qui fait que Marcel Proust fascine encore aujourd'hui, plus de 100 ans évidemment après sa disparition? Qu'est-ce qui fait le génie justement de Proust, et qu'est-ce qui fait que quand on parle de Marcel Proust, eh bien, ça résonne immédiatement dans l'esprit des gens? Alors, Proust n'est pas un auteur qui est beaucoup lu, hein. Si on voit les chiffres de vente des livres de Proust, comparé à Camus, comparé à Malraux, c'est pas du même ordre. Mais il fait référence. Comment ? Mais il fait référence. Tout le monde connaît la Madeleine, hein, c'est ce que je dis quand j'enseigne Proust. Vous lisez Proust et vous n'êtes pas innocent, parce que vous avez entendu parler de Proust, vous connaissez le bal de tête, vous avez des idées sur Proust. On aborde Proust avec des préjugés. Alors qu'est-ce qui fait que Proust est grand? Mais c'est ce qu'on a observé en 2022, quand on a célébré le centenaire de sa mort, avec une grande exposition à la Bibliothèque nationale, une autre au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, il y a eu 3 expositions à Paris, au Musée Carnavalet. Proust n'a fait que gagner en universalité. Il est traduit dans toutes les langues, plusieurs fois en japonais, plusieurs fois en italien, plusieurs fois en anglais. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque nouvelle génération, j'ai envie de dire, il y a de nouvelles raisons de lire Proust. J'aime bien résumer cela ainsi. Pendant assez longtemps, au fond jusqu'aux années 1960, on a lu Proust bien qu'il fût juif et homosexuel. Et puis il y a un moment où, au contraire, on s'est mis à lire Proust justement parce qu'il était juif, sa mère était juive, et parce qu'il était dans la culture gay, comme on a dit. Donc on trouve toujours de nouvelles choses. Il y a un moment où on a lu Proust volontiers, dans les années 60, parce que c'était la mode de la psychanalyse et de Freud. Et au fond, tout le début, les rêves, le sommeil, ça ressemble un peu à Freud. Et puis aujourd'hui, on le lit pour bien d'autres raisons. Chaque génération a son Proust. Alors parfois on se dit, est-ce que ça va continuer, cette croissance de la réputation de Proust? Il y a certains qui en doutent. Moi, je suis plutôt confiant. Je crois que quand on célébrera le prochain centenaire de Proust, il y aura encore beaucoup plus de monde qui l'aura lu. Merci Antoine Compagnon. En tout cas, ça fait partie aujourd'hui de l'héritage donc du Figaro, et c'est bien présent ici au Grand Palais. En tout cas, ça se ressent encore une fois lorsque l'on voit l'affluence des visiteurs. Merci beaucoup Antoine Compagnon d'avoir été avec nous. Je précise qu'on vous retrouve ces jours-ci en librairie avec ce livre 1966 à des mirifiques aux éditions Gallimard, et vous d'ailleurs nous ferez l'amitié de revenir dans le point de vue dans quelques jours justement pour nous en parler plus en profondeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et restés sur le Figaro TV. Les festivités continuent ici au Grand Palais, et puis Point de vue revient demain bien évidemment avec 2 invités exceptionnels, Emmanuel Todd et Bolem Sansal. Ce sera avec Vincent Roux. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très vite sur le Figaro TV.